Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode des oubliés de l'histoire. Aujourd'hui, on va voir comment bistouri et féminisme peuvent cohabiter ensemble. Si, je vous promets que c'est possible. Et pour cela, nous allons parler de Suzanne Noël, qui était une femme qui a beaucoup œuvré pour la cause féministe et notamment au travers de sa profession, qui était chirurgienne plasticienne ou alors chirurgienne esthétique. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais vous redéfinir un petit peu ce que ces termes veulent dire. Vous avez le chirurgien plasticien qui va faire en sorte de réparer des lésions physiques ou des défauts, et vous avez le chirurgien esthétique qui lui va améliorer plutôt le physique. Voilà, ça c'est pour les définitions de base. Alors maintenant, comment expliquer que les mots féminisme et chirurgie esthétique se retrouvent ensemble dans un même épisode? C'est ce que je vous propose de comprendre. Et pour cela, il est maintenant temps de découvrir qui était cette fameuse Suzanne Noël. Elle est née en 1878 dans une famille de la petite bourgeoisie de la ville de Laon. À l'âge de 19 ans, elle se marie avec le docteur Henri Pertat, qui l'encourage à passer son bac et à continuer avec des études de médecine. Elle va se spécialiser en dermatologie comme son mari et aura le déclic pour la chirurgie esthétique un peu plus tard, mais nous en reparlerons. En 1908, elle donne naissance à une petite fille qui s'appelle Jacqueline. Elle se retrouve alors un peu tiraillée entre sa fille, son internat de médecine et la tenue de son ménage. Malgré sa vie bien remplie, elle arrive à allier le tout et à s'en sortir, puisqu'en 1912, elle est reçue au concours de l'internat des hôpitaux de Paris. Son mari, Henri Pertat, meurt en 1918 à la suite d'essais de protection d'une nouvelle arme de guerre, les gaz asphyxiants. Suzanne va alors se remarier avec André Noël, son grand amour qu'elle fréquentait déjà avant la mort de son mari et qui serait le véritable père de la petite Jacqueline. Mais bon, ça nous intéresse pas vraiment finalement pour notre épisode. Malheureusement, au début des années 20, la romance va tourner court puisque la petite fille de Suzanne, Jacqueline, va mourir de la grippe espagnole. À ce moment-là, fou de chagrin, André décide de se jeter depuis un pont dans la Seine sous le regard impuissant de Suzanne Noël. Elle survivra à ces tragédies grâce à un projet de club privé pour femmes dont nous reparlerons également. Le principal combat de vie de Suzanne Noël fut de défendre le droit pour les femmes à disposer de leur corps, et elle quittera d'ailleurs ce monde en 1954 en ayant eu la joie de connaître le droit de vote des femmes en France qui date de 1944. Mais alors maintenant, voyons un petit peu la vision qu'avait Suzanne Noël du féminisme. Elle partait du principe que la beauté est un capital et qu'en être dépourvue, c'était faire face à un handicap certain. Elle considérait par exemple que cela pouvait mener à des discriminations et à un mal-être psychologique. Elle pensait que le physique et le psychologique allaient de pair et était convaincue que la chirurgie esthétique avait un rôle social pour prévenir le chômage, la solitude, la dépression ou encore le harcèlement scolaire. C'est donc assez naturellement que dans cet esprit-là, elle proposait certaines opérations gratuitement ou alors de faire payer selon les moyens du patient. Alors il est vrai que ses études de médecine l'avaient menée à se spécialiser dans la dermatologie comme son mari, mais en 1912, elle a un déclic. En fait, elle va prendre connaissance de l'opération de chirurgie esthétique de la tragédienne Sarah Bernhardt. Défigurée dans un accident, seule la partie supérieure de son visage avait fait l'objet d'une intervention par un chirurgien américain. Pour remédier à cette dissymétrie flagrante, Suzanne eut l'idée d'inventer des pinces pour remonter les chairs, puis de les couper en lambeaux pour ensuite les cacher derrière les oreilles. Et cette méthode, je suis sûre que vous la connaissez, elle porte le nom de lifting. Mais elle n'était pas la première à tirer la peau en arrière pour faire paraître plus jeune. Enfin, si, chirurgicalement parlant, oui, mais voyons plutôt cette anecdote. Dans les mémoires de Madame la Duchesse d'Abrantès, datant des années 1830, cette dernière écrit que dans les derniers mois de sa vie, celui qu'elle nomme le maréchal de Richelieu, eh bien, il était toujours très coquet et que pour cacher ses rides, il se faisait tirer la peau sur le haut de la tête. Puis son valet de chambre lui liait à l'aide d'un ruban et recouvrait le tout d'une perruque bien poudrée. Mais petit souci, le déplacement de la peau avait également déplacé les sourcils et il fallait donc lui en peindre d'autres. Alors le seul petit bémol de cette opération, c'est que les oreilles avaient aussi bougé derrière la tête et que elle, on pouvait pas trop les ramener quoi. Mais bref, revenons à Suzanne Noël. Pendant la Grande Guerre, elle va entièrement se consacrer à la réparation des gueules cassées aux côtés de son mentor, le docteur Hippolyte Maurestin, le grand chirurgien spécialiste de la restauration maxillo-faciale. Il travaille au Val-de-Grâce dans le service dit des baveux. En 1918, elle ouvre un cabinet à domicile où elle expérimente ses fameux premiers liftings et elle y invente aussi la liposuction des bras, des fesses et des seins en 1925. Elle va également travailler sur le traitement des oreilles décollées et des poches sous les yeux.
Cette ouverture de cabinet médical privé est vraiment une obligation pour elle si elle veut continuer à travailler en tant que chirurgienne esthétique, car c'était alors un exercice interdit dans les hôpitaux. Après la guerre, elle va beaucoup voyager pour transmettre son savoir d'une part, mais également pour opérer par-delà les frontières. Par exemple, elle va opérer un enfant défiguré à Pékin, elle va transmettre ses connaissances via des conférences, des interviews qu'elle donne à New York dans son hôtel, et elle va également rencontrer des personnages, ou plutôt des médecins, mais qui ont une personnalité assez fantasque, et de ces personnes-là, elle va apprendre énormément, ce qui va lui permettre vraiment d'ouvrir son esprit à différentes cultures, à différentes méthodes également. Elle va d'ailleurs recevoir la Légion d'honneur en 1928 pour contribution à la notoriété scientifique de la France. Durant l'occupation, son travail va prendre un sens politique puisqu'elle va modeler des visages de résistants ou de juifs recherchés, leur permettant ainsi d'échapper aux nazis. Après la guerre, elle va s'occuper des rescapés de camps de concentration en effaçant de leur corps les traces qui leur avaient été faites sur la peau. Concernant ses innovations techniques, elle va s'appuyer sur les anciennes pour les améliorer, mais elle va également proposer certaines innovations. Elle écrit d'ailleurs un livre en 1926 qui s'appelle La chirurgie esthétique, son rôle social, dans lequel elle s'attarde sur la façon de piquer pour ne pas faire mal aux patients ou sur la façon de faire un pansement, qui est considéré alors comme une tâche vraiment réservée aux infirmières et non à un médecin. Et puis, ses descriptions de techniques chirurgicales sont très précises et empreintes d'humilité, ce qui est assez différent de ce que peuvent produire ses collègues masculins. Suzanne Noël, c'est la première à revendiquer le fait de se consacrer uniquement à la chirurgie dite esthétique aujourd'hui. La chirurgie réparatrice et d'embellissement était alors considérée comme mineure à l'époque. Elle va militer pour le respect des patients et élaborer une charte sociale qu'elle respectera dans sa pratique chirurgicale en faisant preuve d'une totale transparence envers ses clients. Sa vision de la chirurgie esthétique du vieillissement est celle que l'on trouve actuellement avec sa fonction préventive par des traitements répétés, ce qui fait d'elle quelqu'un de résolument moderne. Et à cause des drames de sa vie, elle n'a plus rien à perdre. Elle décide alors de se jeter corps et âme pour défendre cette cause qui lui tient à cœur, le droit des femmes. Suffragette militante, elle appelle les femmes à une grève de l'impôt en 1923 pour qu'elles obtiennent le droit de vote. Si elles ont les mêmes devoirs que les hommes, alors elles veulent les mêmes droits. Elle rappelle d'ailleurs assez souvent qu'elle portait un ruban sur son chapeau avec la phrase « Je veux voter ». En 1936, elle se fait opérer de la cataracte et abandonne sa carrière progressivement au profit d'une ONG ayant pour but de promouvoir l'éducation et le travail féminin. En effet, quelques années plus tôt, en 1921, des Américaines avaient créé le club Soroptimist International. Et en 1924, Suzanne Noël fut nommée membre fondateur de la section française. Elle va participer à la fondation de ces organisations féminines un petit peu partout dans le monde, mais principalement en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. L'organisation s'inspire du Rotary. Les mondanités servent un lobbying politique concernant notamment le droit de vote. Lors de ses conférences médicales à travers le monde, Suzanne Noël ne se privera pas de glisser un mot sur celui-ci à chaque fois. Et pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous connaissez peut-être déjà, sans vraiment vous en souvenir, ce nom de Suzanne Noël. C'est par exemple le nom d'une allée dans le 11e arrondissement de Paris, d'une rue à Mulhouse, Périgueux, La Rochelle, Tarascon-sur-Ariège ou encore Toulouse. Suzanne Noël a également sa statue avenue du Tréshomme à Annecy depuis 2018. Malgré le mépris des académiciens, cette pionnière de la chirurgie plastique et esthétique a su donner à cette spécialisation ses lettres de noblesse. Suzanne Noël fera de cette profession un instrument d'insertion sociale pour les patients affligés de défauts physiques rédhibitoires, mais également une ouverture d'émancipation pour les femmes. Alors, et vous de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que chirurgie esthétique et émancipation féminine sont deux notions complètement opposées, ou est-ce que au contraire vous pensez que l'une peut s'appuyer sur l'autre? Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire votre ressenti. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode des Oubliés de l'Histoire, j'espère qu'il vous a plu et que ce fut une découverte pour vous. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment super, je vous remercie. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications, ce qui fait que vous en aurez une la prochaine fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et puis merci encore 1000 fois et je vous dis à très bientôt.